Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale, une émission du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. Et cette émission sera consacrée à la mise en œuvre des réformes en matière d'alimentation et de nutrition au Bénin. Pour échanger avec moi, pour mieux comprendre la situation au Bénin et surtout les perspectives en matière d'alimentation et de nutrition, eh bien, j'ai autour de moi 4 invités. Monsieur Jean Kokou Tossa, vous êtes conseiller technique du chef de l'État à l'agriculture et président du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. Professeur Roch Mongbo, secrétaire permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition, et un invité qui nous vient du siège de la Banque mondiale à Washington. Il s'agit de monsieur Meno Mulder Sibanda. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition et merci d'être sur ce plateau. Et pour finir, une personne ressource qui partagera avec nous son expérience, son expertise en matière d'alimentation et de nutrition, Monsieur Dossou Joseph Ressou. Chers invités, merci d'être là. Nous allons commencer par parler un peu de la situation au Bénin en matière d'alimentation. Quelle est la problématique au Bénin aujourd'hui de la nutrition et faire un peu l'état des lieux en la matière. Monsieur le conseiller technique du chef de l'État à l'agriculture, puisque vous êtes le président du Conseil national de l'alimentation, dites-nous un peu qu'est-ce qu'il faut retenir sur la question de la problématique au Bénin. Merci Madame Latundi. Bonjour chers amis téléspectateurs. Je vous remercie de nous donner l'occasion aujourd'hui de parler avec vous et également avec les téléspectateurs des questions de sécurité alimentaire et de nutrition au Bénin. Je dirais qu'en ce qui concerne la sécurité alimentaire dans notre pays, globalement, nous pourrions dire que compte tenu des progrès enregistrés au cours des années 90-92, de 90-92 à 2010-2012, nous pourrions dire qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés puisque nous sommes partis de 22% de personnes souffrant d'insuffisance alimentaire à 8% en 2010-2012, ce qui a valu à notre pays d'être primé par la FAO, qui est l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, en 2013, en juin 2013 dernier. Cela signifie que nous avons pu gagner des points par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, l'objectif numéro 1, qui demandait de réduire de 50% le taux de personnes souffrant de... pour réduire de 50% le nombre de personnes souffrant de faim dans le pays. Donc nous sommes passés de 22% à 8%. Et c'est vrai que c'est un progrès, mais 8% encore de personnes souffrant de faim, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Cela signifie que, de façon globale dans notre pays, la sécurité alimentaire à voir en termes de disponibilité, d'accessibilité, est garantie, mais il y a des poches d'insécurité alimentaire. Et donc ça, c'est un sujet de préoccupation. Mais la situation est beaucoup plus critique lorsque nous abordons la question de la malnutrition. Parce qu'un enfant, je vais dire 4 enfants sur 10, c'est-à-dire 40% d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est un sujet de préoccupation et c'est ce qui justifie justement les réformes qui ont été engagées dans notre pays, en particulier à partir de 2007, pour inverser la tendance. Cette tendance baissière-là, cette tendance qui s'aggravait de jour en jour, il était important de mettre un terme à ça, de façon que les enfants du Bénin puissent vivre dans de meilleures conditions. Voilà ce que je pourrais dire à ce stade. Alors, les réformes ont commencé depuis 2007 et vous l'avez surtout souligné, il y a eu des progrès, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et qu'est-ce qu'on gagne concrètement à investir aujourd'hui dans l'alimentation et la nutrition? Quel est l'intérêt pour la population de comprendre aujourd'hui qu'il faut agir à ce niveau-là, M. Ressou? Je vous remercie. Je crois qu'il est très important de dire que
Le président a évoqué un certain nombre de chiffres. 40% de malnutrition au niveau des enfants. Vous savez, quand on dit cela, ça veut dire que ces enfants sont désormais, si on ne fait rien, incapables de production et de productivité, et donc de production de richesse. Or, notre pays, justement, a dit qu'il veut aller à l'émergence économique. De ce point de vue, que peut-on faire avec des hommes et des femmes qui sont véritablement malnutris? Je crois que absolument rien. Et de ce point de vue, le Bénin s'est engagé en 2007 dans un processus économique de réforme dans le secteur de l'alimentation et de la nutrition parce qu'il était face à des difficultés sérieuses quant à l'atteinte des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement. Et ces objectifs sont au nombre de 8. Et ces 8 sont tous tensés directement ou indirectement sur la nutrition. C'est pour cela que, au consensus de Guédévi, l'atelier historique de Guédévi à Abomey, il a été dit par les acteurs du secteur de l'alimentation et de la nutrition, puisque ce sont des multi-acteurs, quand on parle du secteur de l'alimentation et de la nutrition, un consensus a été retenu qu'il faut nécessairement débarrasser le Bénin de la fragmentation en matière d'intervention dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez, nous avons plusieurs institutions qui interviennent dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition et ça fait qu'il existe très peu de coordination à cela. Et il faut nécessairement qu'on puisse arriver à trouver un leadership. Et ce leadership, justement, à le retrouver, c'est donc la solution qu'est le CAN, donc le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition, et maintenant donner un levier pour ce Conseil de l'alimentation et de la nutrition à travers, par exemple, un plan stratégique de développement de l'alimentation et de la nutrition, parce que ne pas le faire, c'est amener le pays à continuer de perdre suffisamment d'argent parce qu'il y a eu une analyse Profiles qui a été faite en janvier 2004 et qui a dit que nous étions déjà à 913 milliards de pertes économiques lorsque l'on prend l'échéance par exemple de 2013. Ce sont des choses qui nous interpellent et c'est pour cela que justement il fallait pouvoir aller à cela. Et quand on parle d'économie, c'est qu'il y a une perte de PIB, de produit intérieur brut, de 3% chaque année. Voilà ce que je peux dire pour relancer un peu l'entretien. Merci beaucoup. Très bien. Professeur, nous parlons aujourd'hui de la nécessité d'avoir une convergence d'action en matière d'alimentation et de nutrition. Vous êtes le secrétaire permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. Tout à l'heure, nous parlerons en détail de ce que fait ce secrétariat permanent. Mais avant, dites-nous aujourd'hui, quels sont les défis qu'il faut relever en matière d'alimentation et de nutrition au Bénin? Oui, déjà, un grand défi est lié à la gravité de la situation, à ce qu'on perd. Je vais revenir un peu sur ça. Quand on dit que 4 enfants sur 10 souffrent de malnutrition chronique, ça veut dire de retard de croissance. Ça veut dire reste dans la malnutrition sévère sur une longue durée. On sait scientifiquement, les spécialistes disent que des enfants qui vivent dans ces situations-là, depuis même la conception jusqu'à cet âge, quand des enfants connaissent des situations de ce genre, ils sont marqués à vie. Ils sont programmés pour mal vivre physiquement, intellectuellement. Donc, c'est des enfants susceptibles aux différentes maladies, aux différentes affections, et sont même handicapés au plan du cerveau. Donc, c'est le gros enjeu, cela. Et cela interpelle les différents services publics et les associations professionnelles qui interviennent, qui sont concernés d'une manière ou d'une autre par les différents aspects que recouvre le soin aux enfants, le soin aux femmes et aux mères, le soin à l'adolescente, etc. Donc voilà l'ensemble des défis que nous avons à relever maintenant, remettre ces différents acteurs en situation suffisamment informée et prêts à travailler en synergie pour que ces situations-là que nous observons s'arrêtent. L'autre élément de la gravité, c'est que quand on dit des enfants de 0 à 5 ans, on regarde la tranche d'âge actuelle de 0 à 5 ans. Mais c'est une erreur. Cette incidence a commencé depuis quand? Notre propre génération actuelle a-t-elle vécu cette situation-là et à quel degré? Voilà donc de quoi il s'agit. Alors maintenant, on va parler des perspectives en la matière. Et parlant de perspectives, oui, monsieur Dossa. Oui, avant de poursuivre sur les perspectives, je voudrais ajouter un point s'agissant des enjeux pour souligner, renchérir ce qui a été dit, pour souligner que, au fond, lorsque vous prenez les enfants, déjà, il faut considérer la question depuis
comme cela a été tout à l'heure, depuis la conception, c'est-à-dire 9 mois avant la naissance et 2 ans après la naissance. Du moment où la femme est enceinte. Tout à fait. Donc c'est la fenêtre d'opportunité. Mais cette fenêtre d'opportunité de 1000 jours, c'est aussi bien, ça se présente en termes de risque pour l'enfant et la famille, mais en même temps d'opportunité en termes d'occasion de créer la richesse si les conditions sont réunies, si les précautions sont prises pour que l'enfant soit pris en charge, que la mère soit prise en charge, que l'enfant soit pris en charge, eh bien ça donne comme résultat un citoyen complet qui dispose de toutes ses facultés mentales et qui peut être créatif, qui peut se prendre en charge et qui peut contribuer à la création de la richesse dans le pays. Il y a un élément aussi que je voudrais souligner, c'est que le dernier rapport mondial sur la nutrition a montré que des pays comme le Bénin perdent jusqu'à 11%. Si on peut prendre ça d'un autre côté, peuvent gagner jusqu'à 11% de taux d'accroissement de leur produit intérieur brut s'ils prennent en charge correctement les questions de nutrition. Il a été également montré que lorsque l'on prend jusqu'à 40 domaines qui peuvent servir de base pour impulser le développement, il y a eu un sommet qui s'est réuni en 2012 à Copenhague, c'est au Danemark, a réuni les plus grands économistes du monde, dont 4 prix Nobel qui ont conclu que sur 40 causes possibles qui freinent le développement, la toute première cause qui, si elle est prise en charge, peut servir de levier pour le développement, c'est la question justement de l'alimentation et de la nutrition. Ça veut dire que c'est véritablement au cœur du développement, lorsqu'on prend en compte la question de l'alimentation et de la nutrition. Donc, ce n'est pas seulement une question d'ordre social, c'est une question éminemment économique. Donc, voilà autant d'éléments qui nous amènent à mieux comprendre l'intérêt des défis qu'il y a aujourd'hui à relever en matière d'alimentation et de nutrition. Un dernier élément, c'est que lorsque vous investissez 1 franc dans la nutrition, vous pouvez en gagner 16, selon les tout derniers chiffres qui sont publiés sous l'égide des Nations Unies. Ça veut dire que le ratio, le rapport coût-bénéfice, c'est de 1 pour 16. Si vous investissez 1 franc, vous gagnez 16, c'est énorme. On ne pourra pas évoquer de toutes les manières tous les avantages. C'est pour dire simplement c'est important. Mais on va se limiter à ces quelques exemples que les uns les autres ont donné. Revenez maintenant sur les perspectives, si vous voulez bien. Alors, professeur, les perspectives aujourd'hui pour l'alimentation et la nutrition au Bénin, comment vous voyez ces perspectives-là? Il y a eu une réforme qui a mobilisé beaucoup d'acteurs, et tous les acteurs dont l'amorce et l'accompagnement a débouché sur ce que ces acteurs-là ont appelé le consensus de Guédévi. Consensus, ça veut dire que nous nous accordons pour dire que désormais, il faut que les choses se passent autrement. Et ces acteurs-là, c'est aussi bien des responsables de services publics en charge de différents domaines comme la santé, l'agriculture, les affaires sociales, c'est des associations de professionnels, c'est même à l'époque des représentants du Bénin ou bien des citoyens à l'Assemblée nationale, donc des députés. L'Assemblée nationale était représentée à cet atelier de Guédévi. Cela donne une bonne perspective parce que ces acteurs ont construit leur consensus autour d'une vision, laquelle vision a débouché sur la restructuration du secteur d'intervention en matière de nutrition. Et ce consensus a été porté par le pouvoir public et débouché sur un décret présidentiel pris en Conseil des ministres qui installe le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. Et cette réforme a été accompagnée et est accompagnée depuis par la Banque mondiale et tous les partenaires internationaux qui s'intéressent à la nutrition, dont l'UNICEF par exemple. Les Nations Unies elles-mêmes ont institué un grand forum mondial autour de la nutrition qu'ils appellent Scaling Up Nutrition, le SON. Donc en termes de perspective, on peut dire aujourd'hui que plus aucun pays ne pourra plus
avoir d'excuses pour ne pas prendre en charge la situation de la nutrition dans notre pays. Et la chose est en bonne voie, étant entendu que ces acteurs ont construit ce consensus, que ce consensus est porté par le pouvoir public et que nous bénéficions d'un accompagnement de partenaires de divers autres, dont la Banque mondiale, pour rentrer dans cette réforme aussi bien institutionnelle que dans l'opérationnel. L'un des partenaires qui accompagne les différentes réformes mises en place est sur ce plateau. Il s'agit de M. Menot. Vous êtes spécialiste senior de la nutrition au siège de la Banque mondiale à Washington. Vous avez vu un peu ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. Si on doit faire une comparaison avec le Bénin, comment vous appréciez la situation ici au Bénin? Merci beaucoup. Ça, c'est une question assez difficile dans le sens que chacun des pays vraiment passe une expérience très unique. Et donc, c'est un plaisir vraiment de vivre cette unicité de chacun des pays dans ce sens. Mais c'est vrai que le Bénin, et ça revient un peu à ce que le professeur vient de dire, n'opère pas dans un vacuum. Et donc, en fait, toutes les démarches actuelles se basent sur une base d'évidence très forte. On sait que, ce que nous avions déjà dit, que la malnutrition dans toutes ses formes, si c'est la petite taille, si c'est l'anémie, la carence en micronutriments ou autre, pas seulement la maigreur qu'on connaît de télévision, mais toute forme invisible, on sait que ça donne des dégâts au développement d'un individu. On a de l'évidence en dessus. On sait maintenant, en termes de PIB, en termes de quotient d'intelligence, en termes de scolarité, en termes de revenus de ménage, qu'est-ce que ça donne comme dégâts à titre individuel, ménage et national. On sait aussi dans l'évidence que parmi beaucoup de questions de développement et les solutions disponibles, la solution pour la nutrition est une des solutions les plus coût-efficaces. C'est là où M. Tossa avait bien dit que dans l'analyse des économistes, ça a apparu dans le Copenhagen Consensus que la nutrition est parmi une des meilleures zones d'investissement. Et parmi les pays qui ont fait beaucoup de progrès dans le passé, sur lesquels on base beaucoup de nos expériences actuelles, c'était à l'époque Thaïlande, Costa Rica, et en Afrique, c'était Zimbabwe à l'époque. Et c'est à partir de ça qu'on est arrivé à ce que M. Mongbo avait dit, qu'au niveau international, on s'est mis tous ensemble dans un mouvement international, le mouvement Scaling Up Nutrition, dont le banc a été, et on est fiers de ça, un des fondateurs également, mais qui vraiment met cette évidence disponible au pays, ainsi que vraiment ils peuvent mener les réformes nécessaires pour vers des solutions au niveau de la nutrition. C'est un gros défi, parce qu'en fait, on avait bien dit, ce multi-acteur, il faut placer un niveau de coordination à haut niveau, bien que la solution doit se retrouver au niveau des ménages. Donc on doit parcourir une distance très longue pour mener ce type de solution. Et agir au niveau des ménages eux-mêmes. Mais au vu de votre expérience, je reviens quand même sur la question, et puisque la Banque mondiale, vous l'avez dit, vous êtes fiers d'accompagner le Bénin dans ce processus. Les réformes ont commencé depuis 2007, mais avec ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, avec les perspectives que vous définissez en collaboration avec le Bénin, en étroite collaboration, pensez-vous que le Bénin puisse atteindre au niveau du Zimbabwe dans les années à venir? C'est sûr, sinon on n'est pas venu pour accorder cet investissement. Quand le pays est venu au sein de la banque pour demander un crédit pour investir dans la nutrition, on a suivi le Bénin, on a accompagné le Bénin depuis 2007 de très proche, et on était convaincus que le potentiel de changer la réalité du pays était là, et donc il fallait investir. Actuellement, le Bénin en Afrique n'est pas le seul pays. Il y a d'autres dans ce mouvement qui ont vraiment pris cette même démarche, dont le Sénégal, Madagascar, Malawi. Il y a plusieurs pays qui sont dans la même dynamique, je dirais,
de s'approprier du besoin d'investir dans la nutrition parce que la nutrition, c'est le marqueur de développement humain et par association, le développement économique. Le Bénin peut continuer donc à compter sur l'appui de la Banque mondiale. Absolument. Et dans l'appui avec la Banque mondiale, c'est l'un des éléments de réforme trouvés, c'est le Conseil de l'alimentation, le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce conseil-là, concrètement? Merci, Madame Latundi. Nous en sommes arrivés à la nécessité de mettre en place une plateforme multisectorielle, multi-acteurs, précisément parce que nous ne sommes pas partis de zéro. Ça a été dit tout à l'heure, au plan international comme au plan national, ça a été dit tout à l'heure par M. Milo. Nous ne sommes pas partis de zéro. Et depuis 1960, le Bénin a fait plusieurs expériences en matière d'alimentation et de nutrition. S'agissant de la nutrition plus particulièrement, à des moments donnés, c'était logé au ministère de la Santé, ensuite au ministère de l'Agriculture, après au ministère en charge des Affaires sociales, alors qu'en réalité, sans dénier à chacun de ces départements ministériels le droit et même le devoir de s'occuper de ces questions, ce n'est pas une question qui peut être réglée à un niveau isolé. C'est nécessairement une question transversale qui inclut plusieurs acteurs, plusieurs secteurs. C'est ce qui a justifié, justement, au terme des réflexions de l'atelier de Guédévi en 2007, en arriver au consensus qui consiste à dire mettons-nous ensemble, mettons tous les acteurs ensemble dans un creuset commun. Ce creuset commun, c'est le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition qui a été créé par décret 2009-245 du 9 juin 2009 et qui porte justement sur les attributions, le fonctionnement, sur la création même du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition, et qui est composé de 7 départements ministériels. Vous avez le ministère en charge de l'agriculture, celui en charge de la santé, en charge des affaires sociales, de la famille, de la décentralisation, du développement, des finances, du commerce. Je crois que j'ai cité les 7. Donc ça fait les 7 départements ministériels. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas seulement le secteur public. Ça, c'est le secteur public. En dehors du secteur public, il y a le secteur privé, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Vous avez la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Vous avez le secteur académique, avec l'université d'Abo-Mekalavi, qui est représentée par la faculté des sciences agronomiques. Vous avez la recherche, qui est représentée par l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Vous avez la plateforme nationale des organisations de producteurs agricoles, la PENOPA. Vous avez également, j'ai parlé de la société civile. La société civile, qui joue un rôle important, qui est également représentée. Bref, vous avez également les collectivités locales, c'est très important, merci, représentées par l'Association nationale des communes du Bénin. Ça veut dire que parce que lorsque nous parlons des questions d'alimentation et de nutrition, ce n'est pas dans les bureaux à Cotonou que ce sera réglé. Ce n'est pas non plus dans le studio de Canal, bien que le studio de Canal nous serve de canal pour justement communiquer exactement. Mais c'est au niveau des ménages. M. Mulder l'avait voilà. Évoqué tout à l'heure en parlant du fait qu'on doit agir non seulement au niveau de ces différentes structures-là, mais également à la base, au niveau des ménages. Voilà. Toutes ces structures, toutes ces institutions, ces personnes, ressources, pour quel résultat? Finalement, quelle est la mission, ou sinon les missions de ce Conseil national de l'alimentation et de la nutrition? Justement, le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition a précisément pour mission de coordonner toutes les actions, toutes les activités qui vont dans le sens de créer les conditions favorables pour une meilleure alimentation et une meilleure nutrition dans notre pays. C'est à ce titre que les différents ministères qui sont représentés au sein du Conseil, les différentes structures, la société civile, le secteur privé, tout cela, chacun doit apporter du sien pour que la politique nationale d'alimentation et de nutrition, nous pouvons dire que nous avons
une boussole, c'est le plan stratégique de développement de l'alimentation et de la nutrition, le PSDAN, qui a été décliné en programme national d'alimentation et de nutrition axé sur les résultats en ce qui concerne l'aspect nutrition. Et il y a également le programme national de sécurité alimentaire qui est décliné à travers plusieurs projets, programmes principalement logés au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est pour dire que nous prenons en compte aussi bien l'aspect de disponibilité, d'accessibilité en termes de production, d'augmentation de la production agricole, mais aussi spécifiquement les questions de nutrition et le programme national d'alimentation et de nutrition axé sur les résultats a été élaboré, a été chiffré et doit couvrir les 77 communes de notre pays. Mais justement, dans le fil conducteur de la mobilisation des ressources, nous avons d'abord commencé par le projet de nutrition communautaire avec d'abord 10 communes. Ensuite, nous sommes en train de passer maintenant à 40 communes avec le projet multisectoriel alimentation, santé et nutrition. Si de proche en proche, nous allons couvrir les 77 communes. Si vous permettez, tout à l'heure, je voudrais qu'on puisse parler en détail de ces différents projets et des réformes. Mais avant, je prends l'avis de la personne ressource que nous avons quand même sur le plateau pour apprécier un peu la démarche du Bénin. Vous voyez, on est parti de quelque part, on a pris l'exemple des autres pays, puisque le Bénin n'est pas le seul à être dans cette situation-là. Comment vous appréciez en général la démarche du Bénin et les perspectives, les résultats et tout ce que le pays entend avoir comme résultat? Je vous remercie. Je crois que le président du CAN a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Il dit: nous ne sommes pas partis de zéro. Effectivement, c'est depuis 1960, je veux dire, à l'indépendance, que le tout premier projet de jardins familiaux avait été mis en œuvre. Et à partir de là, il y a un certain nombre d'étapes qui ont pu être franchies. Et là-dessus, il y a eu beaucoup de programmes et de projets qui avaient été mis en place, notamment par rapport aux luttes diverses contre la malnutrition. Et il faut dire aussi que ce que nous appelons aujourd'hui le double fardeau nutritionnel existe. Et c'était des choses, ça dit que en une même personne, on peut avoir quelqu'un qui est obèse et qui est aussi anémié. Et donc, dans un ménage, on trouve la même chose. Dans une communauté, on trouve la même chose. Et c'est surtout par rapport à tout ce que l'on vit que nous nous sommes dit qu'il faut communautariser la lutte contre la malnutrition. Et donc, aller au niveau communautaire. Et le point important qu'il faut soulever ici, c'est l'implication, la responsabilisation des élus locaux, des collectivités locales, parce que ça se passe en bas et non en haut. Et par rapport à cela, il y a eu des efforts immenses qui avaient été faits. D'abord des tentatives, des options stratégiques pour pouvoir aller à la mutualisation des efforts. Ce sont des choses qui ont été faites à un moment donné avec, sous le leadership, je voudrais dire, de la direction de l'alimentation et de la nutrition, qui est basée au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et avec l'implication, par ailleurs, à partir de 1994, du ministère de la Santé et des Affaires sociales, avec des ONG, puisque c'est indispensable que ces ONG qui sont au quotidien, aux côtés des communautés, que l'on puisse les utiliser pour aller suffisamment loin dans ce sens. Parce qu'il faut aller ensemble. Et pour aller ensemble, il faut nécessairement que l'on puisse avoir cette coordination. C'est pour cela que le professeur Roch et le président de CAN disait tout à l'heure qu'on devait donc se mettre ensemble. On s'est mis ensemble, mais on a eu donc le consensus de Kédévi. Mais il faut dire que chacun a ses rôles et responsabilités. Il faut aller en partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'il faut nécessairement souligner à ce stade. L'investissement du gouvernement lui-même, l'implication en matière de financement. Et c'est pour cela que je peux dire que c'est pour la première fois avec ces réformes que l'on a eu une ligne budgétaire pour, disons, le Bénin. Aujourd'hui, on peut être fier d'avoir une ligne budgétaire qui parle uniquement et essentiellement de la nutrition au niveau, disons, de la nomenclature publique en matière de financement des actions de nutrition. Je crois que ce sont des choses qu'il faut mettre, disons, à l'actif du Bénin et aussi rappeler que le Bénin a été le tremplin pour la mise en place d'un mécanisme de renforcement, disons,
des niveaux aussi bien de ceux qui travaillent déjà, des professionnels en matière de nutrition, des professionnels en matière d'agriculture et tout. Et c'est pour cela que, par exemple, aujourd'hui, nous avons la formation internationale en nutrition et sécurité alimentaire, qui est un cours FINSA qui émane donc des initiatives du Bénin. Le Bénin a rayonné plutôt dans la sous-région, et c'est quelque chose qu'il faut quand même... Donc, il faut tenir compte de ces leçons apprises pour aller suffisamment loin par rapport à ce que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui. Donc, beaucoup d'avancées déjà, mais on veut aller encore plus loin. Il faut aller plus loin parce que... Et pour aller plus loin, il y a eu des projets qui sont mis en œuvre dans le cadre des différentes réformes. Et maintenant, on va en parler. Il y a notamment le projet de nutrition communautaire. On va essayer de comprendre un peu ce qui se fait à ce niveau-là. Il y a également le projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition. On va surtout comprendre un peu le rôle central des communautés à la base dans ce processus-là. Professeur Monvois, dites-nous un peu qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces différents projets. Oui, mais permettez que je revienne encore sur l'opérationnalité d'une structure comme le Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Tel que présenté, on dira, mais comment est-ce que tout cet ensemble arrive quand même à fonctionner, à travailler, à se coordonner? Allez-y. Mais ça, c'est compliqué, n'est-ce pas? Alors, c'est justement pour que ce ne soit pas un conseil à la limite cacophonique que la réforme a inscrit l'institution du secrétariat permanent comme une structure opérationnelle et qui assure le leadership de terrain autour des questions de l'alimentation. Donc, il y a un conseil national et ensuite il y a un secrétariat permanent. Une structure au sein du conseil, mais qui a une autonomie d'action et qui... Voilà. Alors, c'est ce secrétariat, justement, c'est au niveau de ce secrétariat que s'orchestre le travailler ensemble. Parce qu'il est question de changer des pratiques qui touchent directement même à la femme enceinte, aux enfants, à l'enfant depuis moins 9 mois jusqu'à plus 5, et donc également à l'adolescente, à la femme, des pratiques qui sont basées sur des croyances, qui sont donc produites de manière communautaire et qu'il faut arriver à changer, lesquelles pratiques affectent la santé de tout le monde et la productivité de tout le monde, et dont certains domaines relèvent. Par exemple, de l'agriculture, s'il faut changer de façon de s'alimenter, la santé, s'il faut changer la façon de s'occuper des enfants, les affaires sociales, etc. Et tout domaine qui relève du secteur ministériel, mais qui renvoie également à la responsabilité des élus locaux dans le cadre de la conduite de leur commune telle que pensée par la décentralisation. C'est pour cela, pour orchestrer et opérationnaliser cette mise en orchestre, que le secrétariat permanent du CAN est mis en place, comme j'ai dit. Mais avant son opérationnalisation, le CAN a déjà lancé le projet dit projet de nutrition communautaire. Ce projet-là a été confié à une organisation internationale pour sa mise en œuvre. Donc, cette organisation, c'est Plan Bénin. Elle en assure la maîtrise d'œuvre en collaboration avec des ONG nationales. Et ce projet couvre 10 communes. 10 communes du Bénin, Kobli, Wake, Tchaourou, Atiémé, Adjawere, Karimama, Bonou, Lalo, Zé et Wenri, qui ont été identifiés alors comme qui sont en situation les plus critiques en termes nutritionnels. Et à l'intérieur de ces communes-là, sous la responsabilité des élus locaux, lesquels élus locaux animent ce qu'on appelle un cadre communal de concertation. Qui est-ce qu'on retrouve dans ces cadres communaux de concertation? C'est tous les secteurs que je viens de citer qui interviennent dans l'un ou l'autre aspect relatif à la nutrition. Et ces cadres communaux de concertation identifient les priorités au niveau de la commune pour prendre en charge et de manière efficace les questions de nutrition. Et parallèlement, il y a une ONG qui est assignée à la tâche de l'accompagnement quotidien, du suivi à la limite mensuelle de tous les enfants de 0 à 23 mois pour s'assurer que ces enfants sont en croissance normale. Et aussi suivre les mères qui ont des enfants de moins de 6 mois pour que ces enfants-là bénéficient d'un allaitement exclusif au sein. Donc voilà. Et à la faveur de ce projet, c'est qu'on met en orchestre tous les secteurs qui sont concernés. Et donc, de manière pratique, on apprend à travailler ensemble. C'est pour le programme national, c'est le projet de nutrition communautaire, qui a opéré comme un projet, je dirais, pédagogique.
et d'essais, de tentatives, parce que le secteur est compliqué. Et les enseignements qui ont été tirés de cette expérience ont permis la mise en œuvre des autres projets. L'élaboration du projet multisectoriel qui fait une mise à l'échelle. Maintenant, on va s'intéresser davantage au projet multisectoriel de l'alimentation, puisque, comme vous l'aviez dit, on est parti du projet de nutrition communautaire pour arriver au projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition. C'est le président du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition qui va nous dire un peu ce qu'on retient par rapport à ce projet-là. Oui, le projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire permanent, est la suite du projet de nutrition communautaire, en ce sens que les premiers résultats obtenus au niveau de ce projet pédagogique qu'est le projet de nutrition communautaire seront mis à l'échelle, seront étendus à 40 communes qui ont été identifiées comme les plus vulnérables à la malnutrition dans notre pays. Nous avons fait un choix qui repose sur les résultats obtenus à travers les différentes enquêtes, à travers la connaissance que nous avons, à travers les chiffres disponibles au niveau de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Et au regard de tous ces chiffres, en croisant toutes ces données, il a été identifié les 40 communes, dont les 10 premières communes qui ont bénéficié du projet de nutrition communautaire, plus 30 nouvelles communes. Maintenant, sur le terrain, comment est-ce que le projet est opérationnel? Qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain, professeur? Le projet est en train d'être mis en place, ce processus systématique qui est en cours et qui reprend le schéma qui a été expérimenté sous le projet de nutrition communautaire. Donc concrètement, il y aura des ONG qui seront identifiées, sélectionnées sur la base de leur expérience avérée sur le terrain de la nutrition. Et également sur la base de volonté mutuelle, leur propre volonté et celle du conseil communal de la commune concernée, à travailler ensemble pour prendre en charge la question. Qu'est-ce que ces ONG vont faire? Ces ONG facilitent des processus de multi-acteurs au niveau des communes. Lesquels processus multi-acteurs se placent sous la responsabilité des élus qui vont animer ce que j'ai appelé tout à l'heure le cadre communal de concertation. Et parallèlement, dans ce cadre de concertation, des actions précises ont été identifiées. Il faut qu'aucun enfant de 0 à 23 mois soit épargné du suivi de la croissance dans les zones qui recevront effectivement le projet. Parce qu'il faut être réaliste aussi. Nos communes ont de nombreux villages et quand on rentre dans un village, il faut pouvoir assurer que toutes les communautés qui sont à l'intérieur de ce village-là soient couvertes. Donc, il est probable que à l'intérieur d'une commune, certains villages soient privilégiés par rapport à d'autres. Donc, mais dans un village qui est pris, c'est tous les enfants du village qui doivent être couverts. Ça, c'est une première chose qui est capitale. Et c'est l'ONG qui le fait, mais vous comprenez que le ministère en charge de la famille est responsable des structures d'assistance sociale qui également ont ce domaine de compétences au niveau de nos communes. Ils vont devoir se joindre à cette action de plateforme. Pour une bonne intervention. Deuxièmement, il y a la question de la diversification des rations alimentaires. Et les dégâts que causent nos pratiques alimentaires sur les enfants, sur les adolescents et sur les adultes, c'est énorme. On ne peut pas s'étendre dessus ici. Notre habitude à manger pas très varié, pas manger à des heures à base de certaines cultures, de certains produits que l'on reconnaît actuellement comme porteuses, non seulement pas nutritives, mais également porteuses de ce qu'on appelle mycotoxines, des champignons que l'organisme élimine difficilement, sinon jamais, qui s'accumulent et qui sont générateurs de toutes sortes de dangers. Donc, avec les interventions sur le terrain, il y aura des notions de bonne manière, de bonne pratique. Non seulement
initier les gens à pouvoir le faire, mais accompagner les femmes à le faire effectivement. Parce que l'indicateur qui sera mesuré, ce ne serait pas le nombre de femmes qui ont suivi des formations, mais des femmes qui sont engagées dans des activités, soit de production de maraîchage, de proximité, d'élevage ou de transformation qui permettent une diversification de la ration alimentaire au niveau du ménage. Un troisième domaine qui est jugé capital, fondamental, c'est cette affaire d'allaitement exclusif au sein. Pendant 6 mois. Allaitement maternel exclusif. J'ai commencé en disant tout à l'heure que c'est question de changer des pratiques et des croyances. Allez dire à une grand-mère dans nos villages qu'à l'accouchement là, il faut prendre le colostrum, le premier lait, ou bien, après 1 mois ou quelques semaines, il ne faut pas mettre de la tisane à l'enfant. Il va dire que vous racontez du n'importe quoi. Mais c'est justement ce type de pratique qu'il faut changer. Parce qu'on sait maintenant que ne pas consacrer, ici comme ailleurs, ce n'est pas une affaire de pays sous-développés à qui on conseille des pratiques, etc. C'est partout que l'allaitement exclusif de 0 à 6 mois dote l'enfant de telle manière qu'il est simplement, je ne veux pas préparé, il est suffisamment... Je veux dire que pour les parents qui ne se comportent pas, qui ne se conforment pas à cela, c'est tout simplement dommage. Voilà. Et donc, la dernière chose qui est très importante, c'est s'assurer que effectivement les gens, les secteurs, les acteurs qui sont dans le cadre communal de concertation travaillent ensemble. Ils développeront ensemble des plans annuels de travail. Et ils vont mettre en œuvre ces plans. Et c'est ça que nous allons vérifier, à quel degré est-ce qu'ils arrivent à mettre ce plan. Donc ces actions se font au niveau des communes. Vous voyez, ça descend au niveau des communautés et relayé au niveau de l'ensemble des communes à l'échelle de l'Association nationale des communes du Bénin et d'autres formes d'associations de communes qui existent. Renvoyé également au niveau des directions départementales et des secteurs ministériels pour s'assurer que quand un responsable agricole, un responsable de centre de santé intervient dans ce projet, il est couvert, il a l'aval de ses responsables au niveau supérieur et que ceci permette de solidifier les modifications dans les pratiques quotidiennes qui seront introduites par ces projets. De toute façon, on comprend qu'il y a beaucoup d'actions qui vont se mener sur le terrain et que vous voulez nous expliquer avec tous les détails nécessaires les différentes actions là, mais on ne pourra pas aller dans tous les détails. C'est pas touché on va se limiter à ça. Cependant, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que très rapidement, il y a un plan intégré de communication. Parce que vous ne pouvez pas aller dans ce programme et réussir sérieusement sans tenir compte de la communication. Et l'effet ce plan de communication existe déjà, oui. Ce plan intégré de communication existe déjà, ce serait donc mis en œuvre, opérationnalisé, parce qu'il y aura l'effet domino dans les villages qui n'auraient pas été pris en compte immédiatement, c'est-à-dire de façon concomitante, et c'est ce que nous devons dire. La communication est fondamentale. Il y aura nécessairement les mécanismes modernes, mais également les mécanismes traditionnels qui doivent être, disons, pour être combinés, pour être sûr que l'information a passé et que... Bon, et dans tout ce processus-là, quel est le rôle de la Banque mondiale? Ah, ça c'est bien. Bon, avant d'y arriver, parce que j'étais en train de m'amuser un peu en écoutant les différentes explications. Comment ça va se faire sur le terrain? Oui, parce qu'en fait, je sais que la langue française est très riche. Mais comme j'ai un accent, vous savez aussi que je parle d'autres langues plutôt. Et en fait, il y a un mot qui ne se traduit pas bien dans le français, c'est l'empowerment. Et en fait, ce projet, c'est vraiment sur la question d'empowerment. La capacité. Le renforcement de capacité. D'abord des maires, ensuite le ménage, la communauté, les communes, pour faire mieux. Et donc, c'est vraiment ça. À la banque, on avait dit un jour, pour changer la nutrition, il faut changer le comportement. C'est ça. De manière très simple. Mais on sait aussi, pour changer le comportement, il faut aussi assurer que le contexte le permet, en termes de production alimentaire, en termes de soins de santé, etc. Donc, c'est un peu dans ce sens. Mais maintenant, revenir sur votre question. En parlant du rôle de la Banque mondiale. Exactement. Bon, d'abord, on doit veiller sur le projet même, qui est un investissement financé par un crédit obtenu au sein de la Banque mondiale. Donc, on a une obligation
de vous accompagner dans la démarche et de s'assurer que cet investissement est utilisé de manière qu'on s'est accordé tout au début. Donc, on fait des missions régulières, comme aujourd'hui maintenant, pour vraiment revoir l'ensemble des activités et comme ça, on avance ensemble. Mais on joue aussi d'autres rôles, en plus de juste surveiller sur la mise en œuvre. Je crois que c'était assez clair de cette discussion que changer la nutrition, ce n'est pas une question d'un projet ou de plusieurs projets, c'est d'une politique. Et donc, la politique fait agréer l'ensemble. Et donc, c'est dans ce sens que nous pouvons jouer un rôle également en tant que, et en anglais, on a encore un mot, convener, hein, on a un pouvoir d'agréer des acteurs autour d'une priorité politique. Et parmi des acteurs importants, il y a d'autres partenaires au développement, les partenaires financiers et techniques. Donc notre rôle est aussi de rendre en association avec les autres partenaires pour que vraiment on va s'opérer dans une approche harmonisée. Que ce n'est pas chacun qui peut courir dans un sens différent, mais que tout le monde puisse travailler exactement. ensemble. Et donc là aussi, notre rôle est très important que on joue avec, disons, le conseil pour assurer que chacun se mobilise vers un cause commun. Donc, c'est vraiment dans ce sens que on travaille avec les autorités nationales. Avec les autres partenaires aussi. Tout à fait. Alors, nous sommes pratiquement au thème de notre émission, mais avant de finir, je vais vous permettre quand même en 1 minute très rapidement de conclure. Donc, on va faire un dernier tour de table, mais 1-2 phrases très rapidement, s'il vous plaît. Professeur? Ne me laissez pas le temps de préparer ma phrase. Mais comme vous maîtrisez bien votre sujet, c'est sûr que ça va aller. Allez-y, professeur. Peut-être un message, je ne sais pas. Oui, la question de la mobilisation des partenaires et du fait de placer la nutrition au centre de la politique économique. Et c'est cela qui est très important aujourd'hui, que tous les acteurs comprennent que les questions de nutrition, qui sont la mission centrale du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition portée par le secrétariat permanent, sont des questions de tout le monde. Et c'est des questions permanentes. C'est des questions qui doivent s'inscrire sur tous les agendas et au quotidien. C'est des questions auxquelles, si on ne les adresse pas bien, c'est qu'on compromet son avenir à soi, comme individu et comme communauté, chacun étant membre d'une communauté. Deuxièmement, je vais dire que la lancée sur laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, avec cette réforme et avec cette complicité bienveillante que l'on trouve auprès de divers partenaires. Nous avons la Banque mondiale, nous avons l'UNICEF qui est actuellement le chef de file d'un ensemble de partenaires qu'on appelle les PTF-SON, PTF qui s'occupe des questions de nutrition. Cet engouement a besoin d'un appui de tous les acteurs au niveau central comme au niveau communautaire pour qu'il reste, l'engouement, il reste dans le temps, puisque les questions de nutrition présentent des facettes prioritaires à chaque moment, mais sont des questions éternelles, je dirais, pour toute communauté. Nous allons régler les questions de malnutrition des enfants aujourd'hui et peut-être la question d'obésité, de double fardeau, mais des questions de nutrition, de qualité alimentaire, peut-être c'est des questions de vigilance permanente et quotidienne. Merci. Très bien. Merci, professeur Mongbo. Monsieur Tossa? Merci, Madame Latundi. Je voudrais ajouter que, au fond, le plus important, c'est d'avoir à l'esprit la vision que nous avons en matière d'alimentation et de nutrition, qui est de faire du Bénin un pays où chaque citoyen puisse bénéficier d'un état nutritionnel satisfaisant afin de contribuer à l'émergence de notre pays. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent sont organisés dans une plateforme
comme ça a été rappelé tout à l'heure, qui est la plateforme des PTF SON, le Scaling Up Nutrition. Et au niveau national, nous avons également la plateforme qui est le CAN. Nous venons, il y a à peine une semaine, de mettre en place, la société civile vient de mettre en place une plateforme société civile pour le mouvement de renforcement de la nutrition, société civile SON. C'est autant de cadres qui permettent véritablement de replacer la nutrition au cœur du développement du Bénin. Je voudrais saisir une fois encore l'occasion pour remercier les téléspectateurs pour nous avoir accordé leur attention. Remercier également Canal 3 pour nous avoir offert ce magnifique plateau pour communiquer. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Voilà. Monsieur Ressou. Merci beaucoup. Je crois que ce qu'il faut essayer de relever à la fin, c'est qu'il faut... c'est une doléance. La première doléance, c'est en direction des décideurs politiques. Maintenir la volonté politique, consolider cette volonté politique pour que l'on puisse aller suffisamment loin. Deuxième élément, suggérer au CAN qu'il puisse jouer son rôle de lobbying afin de permettre que toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, puissent intégrer des indicateurs de nutrition dans leur, disons, projet et programme de développement. Ça, c'est fondamental, c'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Très bien. Merci, M. Ressou. Je rappelle que vous êtes sur ce plateau en tant que personne ressource. Pour finir maintenant, M. Meno Mulner Sibanda, vous êtes spécialiste senior de la nutrition au siège de la Banque mondiale. Vous êtes en mission au Bénin. Vous avez accepté de participer à cette émission. Est-ce que le soutien, l'accompagnement de la Banque mondiale reste un acquis pour la suite du processus? Bon, c'est jamais un chèque blanche, bien sûr. Mais on travaille ensemble. On peut compter sur la Banque mondiale au Bénin? Mais bien sûr, on est au Bénin depuis longtemps. Et donc, au niveau de l'engagement de la Banque mondiale, ce qui est notre mandat ou mission, c'est vraiment d'accompagner le gouvernement dans des investissements pour la lutte contre la pauvreté et la prospérité partagée. Donc, tout ce qui se retrouve dans cette vision, nous sommes avec le gouvernement. Et il y a des investissements qui ont des revenus, disons, de retour immédiat, des investissements productifs avec un revenu au retour immédiat. Il y a d'autres qui sont plus à long terme, et il faut les deux. À long terme, on parle plutôt de l'éducation et surtout aussi la nutrition. Si on n'investit pas dans ce domaine, le pays peut passer une période de croissance économique, mais on va se retrouver à un plafond. On ne va plus aller au-delà. Et donc, ces investissements à long terme, qui souvent ne sont pas les plus attractifs, on aime bien de les mettre à plus tard, il faut le faire maintenant. Et quand on voit les pays qui ont passé une croissance économique vite, comme la Corée du Sud, c'est parce qu'ils ont investi très fort dans l'éducation, dans la nutrition, dans la santé, donc, tout ce qui est l'investissement à long terme. Il faut que le Bénin puisse investir et continuer d'investir. C'est bien ça. Avec l'accompagnement, vous l'aviez dit tout à l'heure, de la Banque mondiale. Volontairement. Nous sommes au terme de cette émission, une émission du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition pour parler des réformes amorcées depuis 2007 dans la politique de l'alimentation et de la nutrition au Bénin. Il faut retenir qu'il est important aujourd'hui de replacer la nutrition au cœur du développement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Canal 3 Bénin.